La famille, c'est compliqué, surtout quand on est immortel. Nous voilà pour la suite de la lecture du Prix de la survie avec le chapitre 4, Yévan. Je suis à peine rentrée depuis 2 jours, que je souhaite déjà repartir sur la route. L'atmosphère qui règne au château m'est peu supportable. Il m'aura fallu en tout 3 jours pour traverser notre terre du sud vers le nord, et ainsi rejoindre notre domaine, Vaxvala. C'est ainsi qu'il se nomme, le territoire des vampires, des terres du Nord. Vaste territoire désertique recouvert de neige et de glace, où la nuit est quasiment permanente. La nuit est totale, 7 mois sur 12, et les 5 derniers ne sont pas tellement ensoleillés. Peu d'humains y vivent de ce fait, mais il est peuplé par d'autres créatures qui sont plus favorables à ce mode de vie, dont les vampires. Il n'y a pas de ville sur cette terre. Seul se dresse le château que nos ancêtres, les premiers originels, ont bâti il y a de ça des milliards d'années. Ma famille et moi y vivons toujours, vestige d'un passé peu glorieux où les vampires étaient traqués. Il est le symbole de notre détermination et de notre ascension. Du moins, c'est le cas pour mes frères et ma sœur. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un amas de pierres. Il est entouré de plusieurs bâtisses où logent les vampires soumis qui ne veulent pas s'éloigner de leur créateur. Ils s'occupent de nous fournir la nourriture, de faire les tâches ménagères. Ce sont que des valets, au final. Dès mon arrivée, je me suis entretenue avec ma fratrie, afin de leur faire part de mes découvertes. À la suite de cela, nous nous sommes mis d'accord pour prendre en compte l'hypothèse la plus défaitiste, et nous en avons conclu que la présence de ces vampires Mordred était due à une tentative d'invasion sur nos terres. Malheureusement pour eux, ils ne se doutaient pas qu'un membre du CSG vivait dans cette petite ville et qu'ils m'informeraient de leur présence. Cela fait partie de mes attributions. Je sillonne notre territoire afin de récolter des informations, surveiller les frontières, intervenir en cas de conflit et m'assurer que la paix entre les espèces demeure toujours. Je fais ensuite mes rapports aux autres membres de ma famille qui, eux, prennent les décisions pour remédier aux problèmes que je soulève. Ils gèrent toute la partie politique, tandis que je reste dans l'ombre. Bien que cela fait des siècles qu'il n'y ait pas eu de soulèvement ou de tentative d'invasion, je continue à prendre ma tâche très au sérieux. D'autant plus depuis plusieurs mois où on me rapporte régulièrement des incidents provoqués par des personnes suspectées d'être contre le régime en place et qui se seraient ralliées à la façon de penser des vampires du Sud. Tout cela n'augure rien de bon et je pressens une révolte dans peu de temps. Je dois m'y préparer. Je décide alors d'aller dans ma chambre, dans le but de préparer ce dont j'aurai besoin pour mes rondes, quand une voix que je ne connais que trop bien m'interpelle. « Tu repars déjà, alors que tu viens à peine de rentrer? Tu exagères, me dit-elle. Tu ne veux pas passer un peu plus de temps avec nous? Il s'agit d'Anya, ma sœur jumelle. Une grossesse chez les vampires est déjà quelque chose de peu commun, si on peut dire. Mais une grossesse gémellaire est extrêmement rare. Nous nous ressemblons physiquement comme 2 gouttes d'eau, au point qu'il arrivait de nous confondre quand nous étions plus jeunes. Elle présente maintenant un corps élancé, à la taille fine d'1,80 m. Malgré son teint pâle, elle est toujours en pleine forme. Ses longs cheveux blancs argentés tombent sur ses hanches, ses yeux verts vous transpercent. Bien qu'elle ne se mélange pas souvent au reste de la population, ses apparitions lors de défilés de mode font d'elle la plus belle femme du pays. Admirée pour sa beauté et sa gentillesse aux yeux des humains, elle entretient le mystère entourant notre famille. Mes 2 frères aînés sont, quant à eux, dans la politique. Plus précisément, Sullivan, l'aîné, est le président de nos terres, tandis que Johan, le cadet, est son bras droit. Ils se sont retrouvés aux commandes du pays, à la suite d'une élection démocratique, alors qu'en réalité, il avait été décidé par le CSD qu'il serait au pouvoir. D'ailleurs, tous les membres du gouvernement sont des membres du CSD. Cela leur permet de maintenir le secret de nos existences tout en gardant un œil sur la population. Ils ont tous une vie chargée, mais vivent au sein du château principalement. En ce qui me concerne, je préfère rester en retrait de la population. Je me retourne vers elle pour lui répondre.
Je pars faire les rondes que nous avons convenues plus tôt. S'il s'avère que nos hypothèses sont vraies, il y aura sûrement d'autres tentatives d'infiltration. Mais on ne sait ni où ni quand. Je me dois d'être prêt. Tu cherches une nouvelle excuse, dit Evan. Nous avons envoyé nos meilleurs éléments aux 4 coins du territoire. Et tu sais que les renforts Animalus nous rejoignent. Tu n'es pas obligé de le faire par toi-même. Sauf si tu penses être plus efficace que tout ce petit monde. Je me trompe? Son air hautain m'exaspère au plus haut point. De plus, elle sait parfaitement pour quelle raison je n'aime pas me retrouver ici avec eux. Ils me regardent de haut avec leurs remarques désobligeantes sur ma façon de mener ma vie. Je n'ai qu'une envie, reprendre la route. Seul sur les chemins, je me sens dans mon élément. Je décide de ne pas lui répondre cette fois. Je tourne les talons et la laisse en plan dans mon dos. Pour autant, elle poursuit. Je sens un changement chez toi, mon frère. Tu ne peux rien me cacher, tu le sais. Nous sommes liés plus que les autres. Est-ce pour cela que tu me fuis? Pour ne pas me révéler ce secret que tu gardes? Je hais ce lien gémellaire. Depuis enfant déjà, elle se permettait des choses simplement en justifiant ce lien, me causant ainsi des ennuis. Je l'ignore de plus belle, feintant de ne pas savoir de quoi elle parle. Je sens que cela l'énerve. J'espère qu'elle ne mettra pas son nez partout, sinon elle risquerait de découvrir mon écart de ces derniers jours. Je poursuis ma route en direction du couloir devant moi quand j'aperçois mes frères postés devant ma porte. Je soupire bruyamment, leur montrant ainsi mon désagrément. Je m'arrête devant eux sans dire un mot. J'attends qu'ils commencent, et c'est ce que fait Sully. Détrompe-toi. Nous ne sommes pas là pour te convaincre de rester, comme l'a fait notre chère sœur. Perdre son temps à entretenir des liens familiaux qui n'ont jamais vraiment existé ne m'intéresse pas. En revanche, notre collaboration est essentielle pour notre survie à tous. Ses propos ne m'affectent pas vraiment. Je suis habitué à son animosité et je suis d'accord avec lui sur ce point. Cependant, il ne parlait jamais au nom de Joanne auparavant, et cela m'étonne. Depuis quand sont-ils si complices, eux qui se chamaillaient pour un oui ou pour un non? Je garde le regard droit devant lui, mais ne prononce toujours pas un mot. Pour donner suite aux informations que tu nous as fournies, nous avons décidé de convoquer les représentants du CSD afin d'évaluer les risques et mettre sur pied un plan d'action. J'exige ta présence. Tu exiges. Je n'ai aucune obligation envers le CSD et encore moins envers toi. Tu n'as rien à exiger de moi. Si tu souhaites que je sois présent à votre fête, il faudra me le demander plus gentiment. Mes paroles sont sèches, mais je ne dois pas le laisser me donner des ordres. Cela le contrarie. Je perçois son envie de me plaquer contre le mur, qu'il réfrène tant bien que mal. Ses yeux ne peuvent mentir. Ils se teintent d'un rouge sang, eux qui sont généralement gris foncé. Johan intervient alors. Il attrape le bras de l'aîné et lui fait signe qu'il prend le relais. Je suis d'accord avec toi. Nous ne devrions pas exiger ta présence. Mais cette réunion n'a rien d'une fête. Et cela permettrait de rassurer nos alliés quant à notre capacité à rester unis. J'espère que tu y réfléchiras et que tu seras présent. Cette réunion aura lieu dans un mois. Sur ces mots, ils partent tous les deux. Je comprends encore mieux comment ils peuvent être à la tête du pays sans sourciller. Johan est le cerveau du duo, alors que Sully en est le physique. Je considère Johan comme un bel homme. Loin d'être laid, il ne dégage pas la même prestance et le même charisme que Sully. L'un est de taille moyenne, d'allure androgyne, avec de longs cheveux bruns méchés de violet qu'il tresse dans son dos, des yeux gris clairs qui attirent le regard. L'autre est grand, svelte, d'une musculature développée, des cheveux noirs sur la base et argentés sur les pointes, coupés très courts et brossés vers le haut. Aussi différents soient-ils, ils sont tous les deux comme les deux faces d'une même pièce. J'entre enfin dans ma chambre et m'allonge sur le lit, profitant du calme dans lequel je baigne. Je fixe le plafond et laisse mes pensées divaguer vers cette fille que j'ai transformée. Je ne suis pas sûre de me rappeler son nom. À l'heure actuelle, elle a dû se réveiller. Je doute qu'elle soit morte. Le gérant de la boutique m'aurait contacté si cela avait été le cas. Il m'aurait reproché sa mort. J'en viens à me demander
comment a-t-elle pris la nouvelle de sa résurrection, même si cela ne me concerne plus. Je présume qu'il lui a transmis mes directives et que je ne la recroiserai pas. Mais surtout que ma fratrie ne la croisera pas. Si ma famille apprend son existence, cela va me causer des soucis bien pires que de mettre en colère Sully. Les règles sur les transformations humaines sont plus strictes qu'avant. Chaque transformation doit être indiquée aux autres originels du clan. Ils estiment ensuite si cette transformation est légitime ou non. Si elle ne l'est pas, alors le nouveau vampire est exécuté. Je sais pertinemment que cette transformation n'obtiendra l'accord d'aucun d'entre eux, surtout qu'elle n'est pas soumise. Ils la considéreront tout bonnement comme une abomination. Je poursuis mon inspection du plafond en m'interrogeant sur les raisons qui m'ont fait prendre cette décision. J'ai remarqué en elle un profond instinct de survie. Les traces de combat dans la ruelle où je l'ai trouvée indiquent qu'elle s'est débattue. Elle avait en face d'elle 2 êtres monstrueux, et pourtant, elle a combattu. Là où beaucoup se seraient laissés aller après avoir compris ce qui les attendait, elle a continué à lutter pour sa survie. J'avais déjà remarqué son esprit téméraire lorsque je l'avais mise en garde la veille de son agression. C'est aussi cet esprit qui l'a conduit à sa fin. Cela aurait été dommage de perdre un élément avec du potentiel. En cas de guerre, elle nous serait sûrement très utile. Perdu dans mes pensées, le temps file à toute vitesse. Je me lève enfin de mon lit et je me dirige vers la chaise au fond de ma chambre. J'y récupère mon sac de voyage que j'avais posé un peu plus tôt. Je prends également mes 2 armes. Un Glock 17 9 mm et une épée de taille moyenne, facile à dissimuler, ainsi que des munitions pour le Glock. Je passe devant un miroir datant de mon ancienne vie, avant la guerre, que j'ai installé il y a longtemps sans trop savoir pourquoi. Je m'arrête devant et le contemple, comme si mon image allait un jour s'y refléter. Comme si ma haute silhouette d'1,83 m allait y apparaître. Je baisse la tête et j'observe mon corps. Je suis de corpulence sportive, quoique moins imposante que mon frère. Comme ma jumelle, mes yeux sont verts et mes cheveux argentés. Ils sont courts et en bataille. Ma tenue n'est pas représentative de mon rang de seigneur vampire. Je dirais plutôt que j'ai une allure de vagabond, avec un pull à capuche foncée, un jean et des bottes, une cape de voyage, datant du Moyen-Âge. On m'associe généralement à un globe-trotteur, un SDF. Cela me convient parfaitement. Je me fonds dans le décor et personne ne me remarque. Et après avoir fermé ma chambre, j'arrive dans le hall. Je ressens la présence d'Anya dans mon dos. Cela ne m'arrête pas. J'ouvre la grande porte. Un courant d'air froid, pénètre dans la bâtisse en pierre. Je sors et claque la porte sans me retourner. Voilà pour la fin du chapitre 4. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos hypothèses sur ce que va faire Yevan par la suite. Qui sont réellement Anya, Sullivan et Joanne? Qu'est-ce que, selon vous, ils cachent? Quel genre de personnes ils sont avec ces quelques petits moments où ils sont apparus? J'attends avec impatience vos idées et on se retrouve pour la suite de la lecture dans les prochaines vidéos.